Dans l'avion qui l'emmène vers Paris, Shannon est exaltée. Ce voyage, elle en rêve depuis 20 ans. Elle va enfin vivre son rêve d'Amélie Poulain. Les croissants chauds, les bateaux-mouches, la Tour Eiffel et bien sûr, Montmartre. Avant de partir, elle a tenu à apprendre quelques mots de français. Bonjour, merci, je voudrais une baguette s'il vous plaît. 10 heures de vol plus tard, l'avion amorce enfin sa descente. Elle n'a pas fermé l'œil, ingurgitant films et séries fleurant bon le pain chaud et le beurre d'escargot. Midnight in Paris, Moulin Rouge, Ratatouille, elle s'y voit déjà. Enfin, elle pose le pied sur le sol français. Vite, elle empoigne sa valise et court vers la station de taxi. Ah, la file d'attente est immense. Des centaines de personnes piétinent le bitume. Shannon décide de prendre ce train de banlieue qu'on appelle RER. Elle trouve ça un peu désorganisé. Il y a trop de monde. Ça râle, ça se bouscule. Et les trains, décidément, n'arrivent pas. Elle n'ose pas demander de l'aide. Elle a envie de réussir quelque chose toute seule pour une fois. Et puis son « je voudrais une baguette » ne va pas la mener bien loin. Alors, elle attend. Shannon peut toujours attendre. Aujourd'hui en France, c'est jour de grève générale. Podcast Story. Quelques heures plus tard, toujours coincée à l'aéroport, assise sur sa valise et les yeux embués de désillusion, elle finit par comprendre. Strike, grève. Elle avait oublié ce côté-là des Français. Elle pensait pain au chocolat, on lui parle de réforme des retraites. Elle voulait vivre Amélie Poulain et écouter Yann Tiersen, on va lui chanter l'international. 4 heures après avoir atterri, elle finit par monter dans un taxi. Il porte la moustache, un béret et sa voiture sent la cigarette. Son rêve parisien se rapproche. Elle demande à aller à la Tour Eiffel. Le conducteur lui fait signe que ça va être long et coûteux. Il essaye d'entamer la conversation dans un anglais très français. Where from you are? Dallas, Texas. Ah ouais, une cow-boy! Bah welcome madame, hein. Enfin welcome. Avec cette grève, vous tombez mal, hein. Ah, ça va pas être une mince affaire cette histoire de retraite. Enfin, je les comprends, hein. Si je pouvais, je ferais grève moi aussi. Et on va quand même pas bosser jusqu'à 70 balais, putain. Shannon lui sourit, gênée. Elle n'a absolument rien compris de ce qui sort de cette moustache. Et même si elle comprenait les mots, elle ne comprendrait sans doute pas pourquoi ce gentil monsieur trouve impensable de travailler jusqu'à 70 ans. Aux États-Unis, c'est la norme. Et puis ces grèves, elle ne comprend pas l'intérêt. Est-il nécessaire de bloquer d'honnêtes citoyens pour faire changer d'avis les politiciens ? Si nos 2 protagonistes pouvaient communiquer, ou au moins discuter, Bernard, oui, appelons-le Bernard, pourrait lui expliquer que oui, c'est souvent les grèves, les blocages, la violence qui ont changé les choses. Il aurait pu commencer par la base, raconter l'anecdote rigolote qui explique que le mot grève vient du sable épais qui recouvrait la place de Grève à Paris, devant l'hôtel de ville. Les chômeurs s'y présentaient pour trouver une embauche, d'où l'expression « faire grève » qui signifiait « rechercher du travail ». C'est seulement au XIXe siècle que la signification a changé. Pendant la Révolution française, on ne parlait pas de grève, mais de coalition. Bernard aurait pu raconter qu'en 1788, la France subit une crise sans précédent. Les récoltes sont mauvaises et font craindre chômage et famine aux Français du tiers-État. Crise financière, insécurité, privilèges, endettement et impôts, les débats sont les mêmes qu'aujourd'hui. La révolte prend d'autant plus d'ampleur que le roi tente de l'étouffer. La loi Le Chapelier de 1791 interdit tout simplement les coalitions et rassemblements d'ouvriers. Mais on n'interdit pas aux Français de faire grève, et ce, même si ça n'existe pas encore. La colère est telle que des têtes tombent, au sens littéral du terme. Alors oui, c'est vrai que c'est violent, aurait dit Bernard, mais ça a changé la face du monde. Et 1936, encore une révolution. Les congés payés, ma petite dame, mais sans violence cette fois.
Durant les grèves massives de 1936, les ouvriers ne voulaient pas être vus comme des voyous. Et hors de question de casser les outils de travail, sinon c'était le chômage assuré. On occupe les usines, on immobilise les machines pour bloquer la production. Les femmes apportent les sandwichs, on organise des bals, on parle de camaraderie, de grève de la joie. Et le plus fou, c'est que ça marche. Augmentation des salaires, congés payés, tout ça sans violence, c'est sûr, ça fait rêver. Bernard aurait ensuite parlé de mai 68. Grève générale, paralysie du pays. Au début, c'était pas vraiment violent, mais le gouvernement de De Gaulle, depuis la guerre d'Algérie, est armé jusqu'aux dents. Et encore une fois, le gouvernement tente d'étouffer les manifestations. Les violences policières enflamment le pays. Bilan, 7 morts, 5 du côté des manifestants et 2 du côté policier. Cette grève a littéralement changé le visage de la France. Mœurs, mentalité, droits des minorités, mode de vie, mariage, famille, éducation, travail, liberté d'expression, tout ce que nous sommes aujourd'hui est un héritage de cette grève de mai 68. Shannon aurait levé les yeux au ciel. C'est quoi cette gauche française qui fait la grève pour un oui ou pour un non ? Bernard lui aurait raconté que la gauche n'a pas le monopole de la manif. Sous François Mitterrand, c'est pour défendre l'école privée que la droite catholique est descendue en masse dans la rue. 1,8 million de personnes mobilisées contre la loi Savary. Et ça a marché. Le projet est abandonné. La pression de la rue est aussi efficace avec la droite catho qu'avec la gauche marxiste. Et pas seulement. Les jeunes, eux aussi, gagnent le bras de fer. En 84, quand le gouvernement tente de fermer la nouvelle radio des jeunes, Énergie, 300 000 auditeurs descendent dans la rue. Et la jeunesse dans la rue, ça rappelle mai 68 et ça fait peur. Le gouvernement socialiste fait marche arrière et la radio Énergie y gagne un magnifique coup de pub. Ce n'est pas la dernière fois que la jeunesse descendra dans la rue. En 2006, le gouvernement Villepin tente de faire passer la loi du contrat première embauche, accusé de précariser les nouveaux salariés. Des centaines de milliers de jeunes descendent de nouveau dans la rue. Des dizaines d'universités sont occupées. Pendant près de 3 mois, la tension monte. La loi est finalement abandonnée. Bernard pourrait dire à Shannon qu'elle a déjà bien de la chance de ne pas être venue en 2018, l'année des Gilets jaunes. Des manifestations chaque samedi. Au départ, on proteste contre la hausse du prix du diesel. Ensuite, chacun y va de sa revendication, salaire, prix, fiscalité. À Paris, sur les Champs-Élysées, des barricades sont montées, puis incendiées et des vitrines brisées. Des casseurs vandalisent l'Arc de Triomphe de l'Étoile. Le Fouquet's est incendié. Les violences policières se font de plus en plus nombreuses. Les flashballs et les grenades sont redoutables. Des milliers de blessés. Des personnes éborgnées. Des mains arrachées. Fin 2018, Amnesty International dénonce un usage excessif de la force contre des manifestants, des fouilles et arrestations abusives. En septembre 2020, l'association publie une nouvelle enquête. La France aurait instrumentalisé des lois pour arrêter arbitrairement et poursuivre en justice des manifestants n'ayant commis aucune violence. Et cette fois, ça n'a pas marché. Beaucoup de violence pour peu de changements. Suspension de la hausse des taxes sur les carburants, primes, baisse d'impôts. Les gilets jaunes auront surtout servi à cristalliser un fossé entre la classe moyenne et les plus riches. Et aujourd'hui, Shannon, c'est pour les retraites qu'on se bat. Comme en 1995, en 2003 ou en 2010, les gouvernements tentent des réformes. À chaque fois, ils se heurtent à la colère des Français. En 1995, le projet de réforme du Premier ministre Alain Juppé met la France à l'arrêt pendant 21 jours et mobilise 1 à 2 millions de Français dans les rues. Face à l'ampleur du mouvement, le projet est abandonné. En 2003, rebelote. Des millions de personnes manifestent contre la réforme dite Fillon. Mais cette fois, c'est un échec pour les opposants. Le mouvement n'empêche pas l'adoption du texte.
En 2019, les cheminots immobilisent la France pendant tout un mois et auraient continué plus longtemps s'ils n'avaient pas été arrêtés par la crise du Covid. En 30 ans, seules les réformes de 1993 et de 2013 se font sans déclencher de grandes manifestations. La première, parce que Édouard Balladur parvient à négocier le silence des syndicats. La seconde, celle de 2013 sous François Hollande, elle se met en place presque sans que les Français s'en aperçoivent, car les mesures sont diluées et reportées. Shannon regarde Paris avec de grands yeux. Le périphérique, les klaxons, la pollution, c'est pas tout à fait Amélie Poulain. Mais quand Bernard la dépose sur le champ de Mars, face à la géante de fer, son cœur bat la chamade. Elle oublie les 10 heures de vol, les 24 heures sans sommeil, les strikes et la révolution. Elle sourira en lisant qu'en 1887, une grève des ouvriers a bien failli arrêter la construction de cette merveille. À la boulangerie, elle demandera « une baguette et un croissant s'il vous plaît ». Mais malheureusement, la boulangerie est fermée. Un problème d'électricité trop cher. Dans la rue, le seul endroit encore ouvert, c'est un McDo. Désemparée, affamée, épuisée, Shannon ira chercher du réconfort là où il est encore possible d'en trouver. Tant pis pour le croissant chaud et va pour un McBaguette. Podcast Story. On a tous une histoire à écouter. Ne manquez aucun épisode de Podcast Story. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Podcast Addict, Amazon Music ou Spotify.